Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va s'intéresser au dossier Carrefour. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez télécharger mon portefeuille complet, vous pouvez le faire via le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines mises à jour. On regarde tout de suite le cours de l'action Carrefour, donc le spécialiste de la grande distribution. On voit qu'il n'y a pas trop de mouvement, c'est pas très volatile. Donc, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de croissance? On va regarder ça. On voit que en médiane, on croît de 0% sur 10 ans. Grosse croissance en 2022, il y a eu une acquisition assez conséquente, donc l'entreprise ne croît plus que par croissance externe et non pas par croissance organique, comme on peut s'y attendre sur ce type de business. On n'a pas trop de pricing power, on dépend finalement de la croissance de l'économie, donc voilà, c'est en plus assez cyclique. Donc il ne faut pas du tout tenir compte de la croissance sur ce dossier. Est-ce que les marges sont élevées? Pour la grande distribution, on ne s'attend pas à avoir des marges élevées, mais ce qui est inquiétant, c'est que la marge brute est en baisse depuis quelques années, avec un niveau relativement faible. Sur ce type de business, les marges sont faibles. Ce qui est plus rassurant, c'est que les marges d'EBITDA, le taux de marge d'EBITDA, lui, reste à peu près stable à 4%, alors que le taux de marge brute baisse. Donc c'est-à-dire que, malgré la baisse, le management est capable de serrer bien les dépenses opérationnelles pour faire en sorte que on reste stable. Donc on a une certaine maîtrise opérationnelle, et ça c'est plutôt bon signe. Le taux de marge net, lui, est faible, comme on peut s'y attendre pour ce type de business, à 1%, donc il n'y a pas trop de marge d'erreur dans le management, parce qu'on est très très proche du seuil de rentabilité, on peut rapidement faire des pertes. En revanche, si on regarde les taux de marge de free cash flow, on est quand même à 3%, donc ça laisse un peu une distance par rapport au seuil de rentabilité. Et ce qui m'amène au point suivant, est-ce que les bénéfices nets se transforment en free cash flow? Et en fait, les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc il faut utiliser ce flux pour valoriser l'entreprise plutôt que les bénéfices nets, car ce flux représente mieux la rentabilité réelle de l'entreprise. Maintenant, d'où vient la différence? Là, il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie, hein. Donc si on regarde les cash flows opérationnels, ils sont à 130 milliards, c'est énorme. Il y a un peu de capex, j'imagine, voilà, 76 milliards de capex, et on retrouve nos free cash flow. Maintenant, pourquoi est-ce que ces cash flows opérationnels sont élevés? C'est parce que c'est une entreprise à BFR négatif. Donc, ces dernières années, c'est pas le cas. Il y a eu des années où c'était en positif, mais la plupart du temps, la barre du zéro, elle est là. Donc, la plupart du temps, on a un BFR négatif. Donc, ça assure des free cash flow de dingue pour ce type d'entreprise, qui peut bien sûr placer sa trésorerie sur des fonds ou des placements qui rapportent des intérêts. Donc, c'est très bon pour l'actionnaire. Est-ce que l'entreprise est endettée? Là, il y a une petite astuce. Donc si on regarde ici, on voit qu'il y a 16 milliards de dettes nettes contre des EBITDA à 3 milliards 6. Ça peut paraître énorme. En revanche, c'est beaucoup de loyers, ce type de business. Et dans les normes comptables européennes ou internationales, en IFRS, on compte les loyers dans la dette nette. Donc là, on va faire un petit tour du côté du dernier compte de résultats publié, alors celui du S1 2024, et on voit que en clôture du S1 2024, on a 5 milliards 4 de trésorerie nette, donc il n'y a pas de dette en réalité, il y a plutôt du cash net. Est-ce que l'entreprise est rentable? On voit que on est en médiane sur du 6% de rentabilité opérationnelle, ça c'est très bon au final, hein. Et actuellement on a 5,5, on est un peu plus bas. Bon, le business ne croit pas du tout à cette vitesse-là, le marché ne croit pas à cette vitesse-là, donc ça fait des bénéfices opérationnels qui sont redistribuables ensuite aux actionnaires. On peut faire du rachat d'actions, on peut faire des acquisitions. Voilà. Donc on va regarder maintenant si justement l'actionnaire est bien traité par cette entreprise. Si on regarde les dividendes qui sont payés, on a 600 millions de dividendes payés sur une market cap d'à peu près 10 milliards, donc presque 6% de rendement du dividende, qui est, bon, il est fluctuant, mais il a quand même pas mal augmenté ces dernières années, donc ça peut être intéressant. Les free cash flow couvrent très bien ces dividendes, donc il est très sûr, il est assez élevé et très sûr, et en bonus, on a des rachats d'actions depuis 2021. Est-ce que la valorisation le justifie? Si on se place en price to free cash flow, on est valorisé à la casse. 3,5, c'est rien du tout. La médiane, c'est quand même 10 fois. Là, il y a quand même quelque chose qui se passe sur... si on se place sur 5 ans, on est quand même des côtés de 50%, quoi, quasiment. Conclusion du dossier. Carrefour, c'est pas avec ça que vous allez faire des énormes gains en capital.
quoique la décote peut se résorber, et on pourrait facilement résorber une partie de cette décote. En tout cas, si vous voulez du dividende élevé et assuré par les free cash flow, ce dossier se regarde. Et on peut commencer, en tout cas quantitativement, c'est intéressant. Il faut regarder maintenant en profondeur, dans les rapports annuels, s'il y a des red flags, etc., qui empêchent d'investir dans cette entreprise. Mais en tout cas, pour l'instant, si on est amateur de dividendes, ça se regarde. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.